Nicolas Guerrero, bonjour. Bonjour Audrey. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes aussi vous-même diplômé de Sciences Po et de l'ESSEC et donc vous enseignez en classe préparatoire aux IEP et aux écoles de commerce et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages aux éditions Studirama. Tout à fait. Alors nous allons aborder avec vous le thème de la crise financière de 2007-2008. C'est vrai qu'on est aujourd'hui en 2013, mais on s'en souvient encore bien de cette crise financière qui continue à avoir des conséquences aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? Quelles sont les notions essentielles qu'on peut donner toujours dans l'idée d'aider les étudiants dans leur préparation au concours? Bien, alors effectivement la crise financière de 2007-2009 est une crise financière qui a été importante, dont on se souvient assez bien et qui est assez complexe. Alors évidemment, on va essayer de ne pas rentrer trop dans les détails techniques, et on peut très facilement être technique, mais on va essayer d'être le plus clair possible. En 2008, c'était développé, jusqu'en 2008, se sont développés aux États-Unis des prêts qu'on appelle des prêts hypothécaires à risque. Un prêt hypothécaire, un emprunt hypothécaire, c'est un emprunt qui est gagé sur la valeur de l'actif. Et à risque, pourquoi? Parce que ça a été accordé à des ménages qui présentaient un risque de solvabilité. À partir de 2008, un certain nombre d'observateurs anticiper une augmentation des défaillances sur les prêts hypothécaires à risque. Ce qui a surpris en revanche, c'est que la crise financière a surpris par son ampleur. Les défaillances ont augmenté. On a un indice intéressant, c'est l'indice Case-Shiller sur les prêts immobiliers aux États-Unis, sur le prix de l'immobilier aux États-Unis, qui est passé de 200 à 168 en moins d'un an entre 2007 et 2008. Ça, c'est un premier élément intéressant. Et en 2008, il y a près de 2,5 millions d'habitations qui aux États-Unis ont été saisies, ont fait l'objet de procédures de saisie. Et la crise financière qui a suivi a été très forte puisque la capitalisation boursière des entreprises américaines entre 2007 et 2008 est passée de 20 000 milliards de dollars à 11 700 000 milliards de dollars, puis à 15 000 milliards de dollars en 2009. Et au niveau de l'économie mondiale, on a un indice qui est assez intéressant, c'est que la capitalisation boursière globale est passée de 63 trillions de dollars à 49 trillions de dollars. Ce qui est une décapitalisation très très forte. Alors comment est née cette crise? Qu'est-ce qui l'a finalement précipité? Alors les causes de cette crise sont complexes. Si on voulait essayer de synthétiser, à mon avis, il faudrait dire plusieurs choses. Probablement, cette crise a été causée par une conjonction de déséquilibres économiques, macroéconomiques et microéconomiques, et de pratiques financières à haut risque. Les déséquilibres économiques d'abord. Des déséquilibres économiques macroéconomiques et microéconomiques. Macroéconomiques parce que, d'abord, il y a ce qu'on appelle le paradoxe de la tranquillité. Le paradoxe de la tranquillité, c'est qu'évidemment, les crises de surendettement, elles naissent quand les agences économiques profitent de la croissance et ne s'y attendent pas. Le deuxième élément, c'est que les autorités financières avaient réussi de manière efficace à lutter contre l'inflation et finalement apparaissaient assez crédibles pour assurer la stabilité du système. Et le troisième élément, c'est qu'il y a eu un excès de liquidité, dû notamment à des excédents commerciaux dans les pays émergents, et que cet excès de liquidité a eu pour effet de diminuer l'aversion au risque et d'augmenter sensiblement le prix des actifs risqués. Voilà. Et au niveau microéconomique, non? Alors, au niveau microéconomique, il se trouve que les établissements bancaires ont eu pour effet de relâcher relativement les conditions d'attribution des emprunts en matière immobilière. Donc ça, voilà pour les déséquilibres économiques. Quant aux pratiques financières à haut risque, sans rentrer dans des éléments très techniques, les années 80 et 90 se sont caractérisées par une nouvelle pratique qui s'appelle la titrisation. Alors la titrisation, c'est le fait, comme le savent certains d'entre les personnes qui nous écoutent, de transformer en titres négociables sur des marchés des actifs illiquides, c'est-à-dire peu vendables, et donc de diffuser, de répartir le risque entre un certain nombre d'acquéreurs. Le problème, c'est que ça diffuse le risque, mais la capacité des acquéreurs à supporter effectivement le risque est de plus en plus incertaine au fur et à mesure que l'on titrise les actifs. Et donc ça a été une problématique, d'autant que la sophistication des montages rendait la traçabilité de plus en plus complexe. À ce moment-là, on est encore sur une crise des subprimes. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on passe à une crise générale de financement Eh bien, elle s'est déroulée pour la raison suivante, c'est qu'à partir de 2006, le marché immobilier américain cesse d'augmenter, puis il se met à baisser, et donc vous avez un certain nombre d'agents qui ne peuvent plus rembourser, qui ont des retards de paiement, et leurs habitations sont saisies, comme on l'a évoqué tout à l'heure. À partir du moment où leurs habitations sont saisies, comme le marché diminue, la revente des maisons ne suffit plus
à assurer aux prêteurs, aux établissements bancaires, le recouvrement de sa créance. Et donc les organismes prêteurs se retrouvent en faillite. Et on s'est retrouvé sur le marché interbancaire avec des organismes prêteurs qui en plus ne savaient pas toujours où se trouvait leur risque, et donc qui ont eu beaucoup de défiance les uns envers les autres, et donc ce qui a entraîné une crise de liquidité sur le marché interbancaire où personne finalement ne voulait prêter. Et donc voilà comment on s'est retrouvé à la fois cette conjonction entre une difficulté pour les agents de rembourser et une crise, un assèchement du marché interbancaire et donc une crise de financement, de liquidité et de financement sur le marché interbancaire. Un blocage finalement général. Alors face à ça, les autorités publiques, un certain nombre d'États ont souhaité réagir et intervenir sur ce marché financier. Comment est-ce qu'elles sont intervenues et qu'est-ce qu'elles ont fait ? Alors effectivement, les autorités publiques sont intervenues de deux manières. Elles sont d'abord intervenues à court terme et ensuite à plus long terme, elles ont cherché à réformer la régulation du système financier pour prévenir en tout cas de nouvelles crises. À court terme, évidemment, elles sont intervenues au plan de la politique monétaire en faisant ce qu'on appelle une politique d'open market, c'est-à-dire une politique où elles ont accordé des liquidités de manière plus large. Et évidemment, s'agissant des taux d'intérêt, les autorités la Fed, la Réserve fédérale aux États-Unis et la Banque centrale européenne en Europe ont diminué de manière très sensible les taux d'intérêt directeurs. Et donc, ce qui a permis en tout cas de faciliter un petit peu les conditions d'une reprise. Ça, c'est à court terme. À plus long terme, à partir du début 2009, vous avez eu le G20 qui s'est réuni et le G20 a cherché, puisque cette crise a quand même souligné la nécessité de réforme de la régulation du système financier, le G20 a cherché à rénover un certain nombre d'éléments et d'apporter un certain nombre de modifications. Et ces modifications, ces mesures nouvelles, c'est d'abord l'augmentation des ressources du Fonds monétaire international qui ont été triplées pour passer à 750 milliards de dollars. Et puis, au plan de la supervision, notamment en Europe, ont été mis en place un certain nombre d'institutions. Le Conseil de surveillance du risque systémique, qui est présidé par la Banque centrale européenne, et des agences plus spécialisées, l'autorité de surveillance bancaire européenne, l'autorité de surveillance des assurances et des pensions professionnelles, et l'autorité de surveillance des marchés financiers. Voilà. Et en France, on a accru notamment les pouvoirs pour ce qu'on appelle l'autorité de contrôle prudentiel. Donc voilà un certain nombre de dispositifs et qui ont été complétés par un dernier élément qui s'appelle la réforme BAL 3, qui a été mise en œuvre au sein du G7 pour, là encore, prévoir un certain nombre de mesures de contrôle et de supervision du système bancaire mondial. En dépit de tous ces dispositifs de régulation, est-ce qu'on peut penser qu'une telle crise d'une telle ampleur peut se reproduire à nouveau ? C'est une vraie question et c'est évidemment très compliqué. Il y a plusieurs éléments qui sont assez intéressants. Le premier élément, c'est que le dernier quart du XXe siècle, à partir des années 70, se caractérise véritablement par, en tout cas une vraie caractéristique du capitalisme à la fin du XXe siècle, c'est sa dominante financière accrue. On est vraiment passé d'un capitalisme industriel à un capitalisme à dominante beaucoup plus financière. C'est une caractéristique, une mutation assez profonde. Le deuxième élément, c'est qu'il semblerait que la spéculation financière soit assez inhérente aux transactions financières internationales. Et certains traders nous disent, finalement, s'il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de finance. Donc forcément, s'il y a de la finance, d'après eux, il y a forcément une spéculation. Et donc ça pose la question de peut-être la récurrence nécessaire des crises dans le capitalisme. Ce qui est d'ailleurs ce que dit l'analyse marxiste. Elle ne dit pas autre chose. Sauf que dans l'analyse marxiste, l'idée c'est que le capitalisme s'effondrera par ses contradictions internes dont les crises sont la manifestation. Donc l'avenir nous dira si les mesures qui ont été prises depuis 2009, notamment BAL 3 et les mesures prises lors du G20, permettra de prévenir la survenance de nouvelles crises ou en tout cas d'en limiter les effets. Nicolas Guerreiro, merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et enseignant en classe préparatoire aux IEP et aux grandes écoles de commerce et que vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages aux éditions Studirama, dont Les questions économiques européennes, pouvoir et institutions en France et en Europe, ainsi que Système politique et histoire des idées. À bientôt.